vais me mettre entre vous deux. Donc, bonjour, bienvenue tout le monde à ce 6e rendez-vous Innovation Recherche de l'année, donc notre dernier pour cette année. On reçoit aujourd'hui Francis Donati-Daou. Je pense que, en tout cas, ceux dans la salle le connaissent bien. Il va faire sa présentation en collaboration avec Camille Grondin, qui est une étudiante de 3e année en technologie minérale. Donc, elle termine très bientôt ses études. Puis, elle a travaillé en collaboration avec Francis dans le cadre de Explora-Sciences, donc une activité parascolaire en recherche qui permet aux étudiants d'être initiés à la recherche scientifique et de travailler en collaboration avec un mentor ici à l'interne au Cégep. Donc, la présentation de Francis et de Camille va durer 20-25 minutes. Ensuite, il va y avoir une période de questions. Le thème d'aujourd'hui, c'est cartographie de la présence d'amiante dans les sols rocheux au Québec. Puis, juste pour faire une courte présentation aussi de Francis, il est ingénieur en hydrogéologie, diplômé de l'Université Laval. Il enseigne depuis maintenant plus de 12 ans au Cégep de Thetford. Puis, son expertise touche les domaines de l'hydrogéologie, de l'hydrologie, l'hydraulique des cours d'eau, le contrôle de l'érosion et l'environnement minier. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté de faire la présentation. Puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir de venir vous présenter les résultats de mes recherches qui se sont entamées à l'automne dernier. Et puis, cet hiver, Camille est embarquée dans le train, puis on a travaillé ça ensemble. Donc, l'aléa amiante dans le socle rocheux au Québec. On vous a attiré en présentant ça comme étant la cartographie de la présence d'amiante. Je trouve que aléa amiante synthétise très bien la thématique de la recherche. Oui. Alors, pour le plan de la présentation, on va vous présenter les objectifs du projet. Ensuite, qu'est-ce que l'amiante? On va définir l'amiante. Et la méthodologie de la recherche qui a été utilisée pour ultimement cartographier la présence d'amiante dans le socle rocheux au Québec. Donc, c'est-à-dire que c'est une méthodologie qui est basée sur le BRGM, les travaux du BRGM en France, donc le Bureau de recherche en géologie et des mines en France. Donc, on a intégré dans cette méthodologie les gîtes, les gisements, les indices d'amiante au Québec, les structures géologiques, la lithologie, c'est-à-dire les roches, la minéralogie, c'est-à-dire les minéraux. Et on vous présente à la fin les résultats de cette cartographie. Parfait. Donc, pour les objectifs du projet, le premier objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur la présence d'amiante dans le socle rocheux. Parce qu'en moyenne, les gens ont tendance à penser que l'amiante va se retrouver principalement à Val-des-Sources et à Thetford Mines. Mais en fait, il y a d'autres endroits où il y a des exploitations et on retrouve l'amiante dans d'autres socles rocheux. Ensuite, c'est aussi de développer une méthodologie propre à notre contexte québécois parce qu'on utilisait la méthodologie, on se basait sur celle du BRGM, c'est bien ça? Et celle-ci, bien évidemment, est dans un contexte différent avec un passé minier différent du nôtre, donc il fallait l'adapter à notre réalité à nous. Et finalement, c'est de produire un outil cartographique qui présentait l'aléa de l'amiante dans le socle rocheux afin de pouvoir connaître la susceptibilité de l'amiante dans le sol. Alors, l'amiante, c'est minéraux à l'habitus fibreux, donc à l'aspect fibreux. On retrouve principalement du chrysotile, qui est la principale forme minérale fibreuse qui a été exploitée, que vous voyez en haut là, de couleur verte dans de la péridotite serpentinisée. Mais il y a aussi d'autres types d'amiante de type amphibole que vous voyez ici en brun et en bleu, donc la mosite, crocydolite. L'amiante est présente sous deux formes, deux familles minérales, c'est-à-dire la famille des serpentines et aussi la famille des amphiboles. Le chrysotile est le représentant de la famille des serpentines. C'est lui qui a été exploité en majeure partie. Mais on retrouve aussi des amiantes de type amphibole, donc la mosite, la trémolite, le crocydolite, l'anthophilite et l'actinolite. Dans le monde, historiquement, principalement du chrysotile qui a été exploité.
Donc, de l'ordre de 90 à 95 de la production mondiale était du chrysotile, qui est du groupe des serpentines, mais on a aussi quelques amiantes amphiboles qui ont fait l'objet d'une exploitation pour des usages un peu différents aussi parfois. Donc, principalement la mosite et le crocydolite qui ont été exploités et commercialisés. Il n'y a pas eu de production, d'exploitation de ces amiantes amphiboles au Québec. Donc, toutes les mines qui ont produit de l'amiante au Québec, ce sont de l'amiante chrysotile. Mais tout de même, on vous présentera ça dans les prochaines diapositives, mais on retrouve dans le socle rocheux au Québec des amiantes amphiboles aussi, en plus faible proportion, mais donc, mentionnons trémolite et crocydolite, entre autres, et actinolite aussi, à bien des endroits. Alors, pour finir cette petite partie là, sur les différents types d'amiantes, vous avez ici la structure cristallographique des amiantes serpentines et des amphiboles. Donc, le chrysotile, par exemple, lui, est formé de feuillets de tétraèdres de silicate qui sont nommés les phyllosilicates. Et ces feuillets-là vont avoir tendance à s'enrouler sur eux-mêmes pour former ultimement une forme allongée qui est le chrysotile fibreux qu'on connaît. Donc, à droite, vous avez une double chaîne de tétraèdres de silicate, qui sont les inosilicates. Donc, c'est la forme cristallographique des amphiboles. Et vous voyez ici une image au MEB, donc, qui présente quand même bien la différence entre les deux. Vous avez le chrysotile qui est plus ondulé, qui est plus souple. Vous avez le crocydolite à droite, qui est sous forme d'aiguille, beaucoup plus droite, qui est un minéral qui est un peu plus cassant également. Vous voyez ici, donc, un document sur lequel on s'est basé pour commencer le travail cartographique. Et c'est une méthodologie qu'on a retenue, alors qui est proposée par le BRGM. Vous avez une des régions de la France, donc le département de l'Isère, qui est tout près de la Savoie. Et vous avez donc un code de couleur qui identifie les zones plus susceptibles ou moins susceptibles de présenter de l'amiante. Le BRGM a considéré 3 critères, c'est-à-dire l'élithologie, la minéralogie et aussi l'intensité et le type de déformation. Donc, le BRGM a présenté différentes listes de minéraux et de lithologie pouvant contenir de l'amiante et a travaillé aussi à pondérer chacun de ces termes-là en fonction de la susceptibilité ou non à présenter plus ou moins d'amiante. Alors, ce sont des termes que nous avons tous retenus également. Nous avons retenu cette pondération-là, mais tout de même, il a fallu adapter là, dans certains contextes. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'ajouter essentiellement 2 critères, compte tenu qu'ici, au Québec, on a eu exploitation beaucoup plus soutenue d'amiante. Alors, on intègre le critère de l'indice des gîtes d'amiante. Donc, on considère lithologie, minéralogie et les structures, contrairement au BRGM qui, lui, considère la déformation, l'intensité et le type de déformation. Nous, cette information-là, à l'échelle du Québec, était plutôt disparate et incomplète. Alors, on a adapté un peu cette méthode-là, à savoir identifier des failles qui sont associées au contexte de l'amiante. Finalement, on a intégré à ça les sites d'exploitation. Donc, une quarantaine de sites d'exploitation qu'on a cartographiés et qu'on a intégrés à l'ALEA. Oui, et aussi de surcroît, on a dû adapter avec la méthode du BRGM parce qu'eux ont pu appliquer une méthode vraiment plus sur le terrain dès le début, où est-ce qu'ils ont pu aller chercher des échantillons et les évaluer, tandis que nous, on a commencé notre procédure avec l'utilisation des bases de données du gouvernement. Parce qu'on a quand même un plus grand territoire à couvrir que juste le département de l'Isère. Donc, c'était la première étape pour nous, c'était d'y aller de même. Exactement. Donc,
C'est important de le mentionner, là, la base de données qu'on a utilisée, c'est une base de données qui est produite par le ministère des Ressources naturelles, qui décrit le socle rocheux et sa composition sur l'ensemble du territoire québécois. Et des données qui sont tirées aussi du CIGEA. Donc, je te laisse la parole, Camille, pour cette partie. Donc, ça, c'est une des parties sur lesquelles moi j'ai travaillé lors de Explorations. Donc, c'est l'analyse des indices et des gîtes d'amiante afin de pouvoir définir un aire, parce que on le sait que ces zones-là donc avaient des aires, et parfois ceux-ci avaient été précisés dans les fiches que l'on peut retrouver sur le site du gouvernement. Et on a décidé donc de trouver ces aires. Cependant, certains indices, comme l'indice du Hamel, qui était un indice avec aucun travail, n'avaient pas nécessairement d'air. Et d'autres indices, comme celui du ruisseau Roinville, eux avaient un aire qui avait été mentionné, qui était comme ici d'une largeur de 215 mètres. Donc, pour ceux qui n'avaient pas de largeur définie, ce qu'on a décidé, c'est d'aller les classer selon leur grade. Donc, il y avait les indices avec aucun travail, les indices travaillés et finalement les mines. Et on a fait une moyenne de tous les indices avec aucun travail qui avaient une largeur définie pour faire une moyenne ensuite pour les autres. On a fait pareil pour les indices travaillés. Pour les mines, cependant, on a décidé d'aller chercher la valeur des indices travaillés plutôt que la moyenne des mines parce que celle-ci était tellement variable que c'était moins réaliste. C'est aussi pertinent de mentionner que pour les mines, avant de faire cette décision-là, on allait toujours vérifier sur satellite si on pouvait voir une dimension visible, parce que certaines mines sont encore visibles sur les satellites, mais d'autres ne sont juste plus visibles. Il n'y a même plus aucune trace de l'exploitation. Donc, le résultat pour cette couche d'information. Alors, ce que Camille a fait, c'est de vraiment d'éplucher, de fouiller dans plus de 200 fiches de gîtes, à savoir est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur une dimension bien décrite de la taille du gîte, de l'indice ou de la mine qui a été exploitée. Et on a produit cette couche d'information-là. Donc, ce sont des données ponctuelles qui définissent la grosseur du gîte ou de l'indice. Donc, ça fait partie un des 5 critères qui est compilé ultimement à la fin. On a travaillé sur les lithologies ensemble. On a utilisé d'une part tous les termes que le BRGM proposait, et on a utilisé ces termes-là pour rechercher dans les bases de données toutes les zones géologiques qui présentaient le terme. Ça nous a permis de sélectionner certaines zones géologiques sur le territoire québécois, non seulement de les sélectionner, mais aussi de leur appliquer une pondération en fonction de la susceptibilité à présenter de l'amiante. Tu peux peut-être commenter sur ce que tu as fait par rapport à... On a donc aussi décidé d'y aller en prenant en considération, encore une fois, les indices, parce que ceux-ci nous permettaient d'avoir un peu les lithologies environnantes et de trouver quelles correspondaient avec l'indice. Et s'il y avait une probabilité de retrouver de l'amiante, ça nous permettait de le savoir de cette façon-là. Donc, certains indices, on trouvait dans quel type de lithologie, dans quel type de lithologie on le trouvait, ou celle environnante, parce que ce n'est pas toujours précis la position parfois des coordonnées GPS des indices. Voilà, donc on a validé la liste des types de lithologie cartographiquement en regardant chacun des indices, dans quel type de lithologie cet indice-là est situé, puis les lithologies aussi qui sont à proximité. Alors, chaque type de lithologie a été pondéré de 2 à 10, selon s'il est plus ou moins susceptible de présenter de l'amiante. Les péridotites serpentinisés étant classifiés comme une cote de 10, et les pyroxénites étant classifiés comme des cotes de 7, ainsi de suite. Alors, on a 31 termes lithologiques qui ont été retenus au final. Donc, ça, c'est qu'un échantillon là, de la liste des lithologies retenues. Pour vous donner un aperçu, je vous amène ici sur la Côte-Nord, dans la région de Port-Cartier et un peu plus au sud, Bécomo. Donc, différentes lithologies qui étaient classées là, de 2 à 10. On voit, donc, selon leur susceptibilité à présenter de l'amiante. Et ici, pas forcément de l'amiante chrysotile, mais aussi des amiantes de type amphibole qui sont un peu plus probables dans ce secteur-là. On a fait la même démarche pour la minéralogie. Donc, on a construit des expressions de recherche que vous voyez ici, là, avec les termes géologiques, donc les termes, les noms de minéraux.
Et on les a cotés selon est-ce que c'est intimement associé à de l'amiante ou un petit peu moins. Mais tous les noms d'amiante directement ont été intégrés. Là. Vous voyez ici amosite, chrysotile, sont cotés 10, bien évidemment. Mais les autres minéraux aussi qui sont associés à un contexte où on retrouve de l'amiante. Donc, antigorite, on a d'autres minéraux comme la brucite, l'épidote, et on les a classifiés en fonction de leur affinité avec l'amiante. Puis je pense aussi que c'est important de mentionner que pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, on a testé toutes sortes de différentes façons d'écrire les mots parce que parfois, certains mots n'étaient pas écrits de la même façon dépendamment de qui avait écrit le rapport. Donc, c'était pour s'assurer que même si on l'avait écrit d'une façon différente, on allait pareil trouver toutes les possibilités. Oui, exactement. Puis ça, c'est un travail que Camille a fait. D'écrire, disons, anthophilite avec un H ou pas de H. On s'est rendu compte que ce n'est pas tous les géologues qui sont bons en français, là. Donc, on a vraiment construit des expressions de recherche, des fois qui sont très longues et compliquées, avec des fautes dedans, mais c'est voulu parce que dans la base de données, on a trouvé des fautes d'orthographe. Alors, ça nous a permis de trouver certaines petites zones de plus, puis de mieux couvrir. Étonnamment, chrysotile, pas de H aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les H, là, mais ils disparaissaient de temps en temps. Alors, c'est pour ça que des fois, l'expression apparaît complexe, mais on a essayé de couvrir le mieux possible. Alors, résultat, vous voyez la région de Chibougamau ici pour la minéralogie. Donc, certaines zones qui ressortaient plus ou moins susceptibles de présenter de l'amiante. Étonnamment, dans le lac Chibougamau, il y a une île qui s'appelle l'île de l'amiante. Donc, le fait que ça ressort ici dans notre recherche, bien, ça apparaît quand même assez logique. Alors, le BRGM, eux, avaient proposé une méthode pour grader, classifier les déformations. Et nous, c'était une information qu'on avait peu au Québec. Il y avait certaines zones cartographiques qui étaient très bien détaillées à cet effet, mais vraiment pas sur l'ensemble du territoire. Alors, on ne pouvait pas appliquer cette portion-là de la méthode. Alors, ce qu'on a plutôt pensé faire, c'est, compte tenu qu'on a une bonne description des indices et des gîtes de chrysotile au Québec, on a pensé valider est-ce qu'il y a un lien entre tout le réseau de failles qui est cartographié et bien défini et la présence de ces gîtes et indices. Alors, on a fait une analyse géostatistique des distances entre les failles et les indices pour se rendre compte qu'il y avait certaines failles qui étaient très proximales à toute une série d'indices. Et quand on trace un peu les statistiques de ces distances-là entre les indices et les failles, on se rend compte qu'il y a un grand groupe d'indices qui est très, très proximal à certaines failles. Donc, ce qu'on a fait, on s'est rendu compte que 80% des indices étaient à moins de 1350 mètres d'une faille régionale. Et avec l'outil cartographique, on a pu sélectionner ces failles-là. Donc, que vous voyez ici, là. Donc, donc, en sélectionnant les failles qui sont associées aux indices de chrysotile, eh bien là, on a pu en faire un critère. Et donc, vous voyez un peu le résultat. On a pondéré en fonction de la distance de ces failles-là. Si on est très près de la faille, effectivement, il y a plus de probabilité de retrouver des indices de chrysotile et, ultimement, de l'amiante. Puis c'était très intéressant parce que ça a permis de justifier certains indices que parfois la léthologie ne réussissait pas à justifier leur présence nécessairement. Donc, je pense par exemple à l'indice Saint-Omer, que quand on regardait la léthologie autour, ça semblait peu propice à la production d'amiante. Donc, c'était avec la faille que ça s'était formé. Oui, on pourra vous le montrer tantôt. Je vais utiliser la cartographie pour vous montrer chacune des couches, l'une après l'autre, qui se superposent là, à la fin de la présentation. Mais effectivement, l'indice de Saint-Omer, qui finalement, en fouillant, se retrouve à être un gisement qui est presque passé à l'exploitation, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de chrysotile dans le secteur là-bas et il est associé à ce réseau de failles.
La dernière couche d'information qui a été intégrée au projet, c'est les mines fermées. Il n'y a plus de mines actives au Québec relativement aux chrysotyles. Donc ici, une petite mine à cheval entre le centre du Québec et l'Estrie, l'ancienne mine de Nord-Bestos. Donc, on a utilisé à la fois des données LIDAR et les données de photographie aérienne pour tracer le contour des fosses et des halles de résidus et de stériles. Alors, parfois, juste avec la photo aérienne, c'était difficile de tracer le contour. Certaines vieilles mines où la végétation est revenue quand même passablement. Donc, on a utilisé les données LIDAR ici que vous voyez à gauche, ce sont l'intensité des pentes du sol. Donc, on voit bien le pourtour de la halle de résidus. Puis on voit aussi les halles de stériles avec des plateaux sur le dessus et des pentes fortes sur les côtés. C'est souvent des zones qui étaient plus difficiles à voir là, sur la photo aérienne. Et on a tracé approximativement le pourtour de chacune de ces mines-là, incluant fosses et les résidus. Le résultat, donc des petites mines, mais aussi des plus grosses. Donc, cette couche-là a été intégrée avec toutes les autres pour former ultimement la couche aléa-amiante que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Alors, on a, pour résumer, la couche des indices et des gîtes et de leur grosseur. On a les sites miniers, le réseau de failles associé à la présence d'amiante, la lithologie et la minéralogie. Donc, le résultat final, c'est une combinaison de toutes ces couches-là qui sont pondérées. Et ben là, ça permet de voir qu'il y a de l'amiante à différents endroits et certaines régions qui sont plus susceptibles de présenter de l'amiante. Et je répète, dans le socle rocheux. Hein, ce n'est pas les dépôts en surface, ce n'est pas ce qui a été dispersé non plus de façon anthropique, mais c'est vraiment dans le socle rocheux. Alors, je vous invite à, peut-être, je vais passer ici à l'écran. Je sais qu'en ligne, ils vont peut-être me perdre, là, mais je vais vous montrer la cartographie. Je vais toutes les désactiver. Je vais les activer une après l'autre. J'en ai oublié une ici. Alors, la première couche, les sites, les indices et les gîtes. Donc, pondérés en fonction de la grosseur de chacun de ces... dans les descriptions des gîtes. Ensuite, on a fait les failles. On se rend compte qu'il y a un contact qui va du sud de l'Estrie, même aux États-Unis, puis ça s'étire jusqu'en Gaspésie. Donc, c'est vraiment associé à la séquence ophiolitique dans la région ici. Ensuite de ça, les sites miniers, vous avez les lithologies, donc les types de roches plus ou moins susceptibles de présenter de l'amiante. Et finalement, les différents minéraux. Donc, ces 12 couches au total ont été fusionnées pour ultimement produire celle-ci, aléa-amiante, donc qui nous permet d'identifier des zones plus susceptibles de présenter de l'amiante que d'autres. Bien évidemment, toute la région de l'Estrie, Chaudière-Appalaches avec la région Val-des-Sources, Thetford, mais aussi plus au sud, jusqu'au mont Offord, puis à l'ouest de Magog. Et ce contact-là s'étire jusqu'en Gaspésie. Mais ça nous a permis aussi de trouver d'autres contextes, comme dans les Hautes-Laurentides, la Nodière, aussi un peu dans l'Outaouais. Oui, dans l'Outaouais, surtout relié avec le marbre. Oui, des marbres dolomitiques qui contiennent des inclusions de serpentine dans ce secteur-là. D'ailleurs, en Outaouais, il y a eu plusieurs mines qui ont produit un petit peu d'amiante qu'on a répertorié aussi. Je vais activer la couche des mines. Donc, des mines en Outaouais, dans les Laurentides, mais
principalement en Chaudière-Appalaches, en Estrie, bien sûr, mais on a un contexte qui est différent. Et pas seulement du chrysotile, mais le Laurentide, la Nodière, la Côte-Nord également, il peut avoir d'autres formes d'amiante que le chrysotile. Finalement, si je zoome un petit peu, ici, on change l'échelle. Donc, là, je disais la Côte-Nord, les Monts-Valin, différents filons-couches qui sont dans la région de Sept-Îles, Port-Cartier. Donc, à bien des endroits, on a un petit peu aussi en Abitibi, c'est plus éparse. Puis finalement... Il y avait aussi Shefferville qui avait un cas intéressant. Oui, effectivement. Merci de me le rappeler, Camille. Shefferville ici. Si ça peut... Ça commence à paraître. Oui, ça commence. C'est quand même des données qui sont très lourdes, là. Au total, le projet a généré environ 750 gigaoctets de données. Puis finalement, cette couche-là, qui est la compilation totale, elle représente 1,1 gigaoctet. C'est un petit peu lourd, mais ça reste partageable. 1,1 gig, ça reste partageable. Plus facilement que 750, en tout cas. Mais je te laisse commenter sur cette région-là. Oui, donc, dans Shefferville, ce qui est intéressant, c'est que moi, comme je l'ai dit, j'ai fait l'annexe de toutes les fiches qu'on pouvait retrouver sur le site du gouvernement. Et en regardant dans les descriptions, c'était mentionné que même si c'était présenté comme étant un indice de chrysotile, dans la description, ce n'était pas un indice de chrysotile, mais c'était un indice de crocydolite, en fait. Donc, deux, en fait, indices de crocydolite. Un juste ici et l'autre approximativement ici, qui avait été identifié comme tel sur la fiche. Dans la littérature, c'est ce qu'on voit, c'est des formations de fer rubané avec métamorphisme, mais on peut retrouver des amiantes amphiboles comme l'amosite et le crocydolite. Donc, on a un exemple ici dans la région de Sheffer. Il y avait un seul indice de trémolite qui était identifié comme tel au Québec, qui est dans la région du Massif du Sud, dans le coin de Buckland. Donc, il avait tenté même une exploitation à une certaine époque, mais en utilisant que les méthodes d'extraction de l'amiante chrysotile. Le procédé n'était pas adapté, puis ils n'ont pas réussi à valoriser le produit. Dernière place, au Grand Nord québécois, on a Asbestos Hill ici, où il y a eu une exploitation minière. Mais on a un contexte qu'on voit à proximité aussi là, qui peut être fort favorable à la présence d'amiante. Donc, je trouvais important de le mentionner. Bien, on va... Oui, ça conclut. J'avais quand même une vraie conclusion, là. J'avais quand même une vraie conclusion, là. Donc, l'amiante est présente. Tu peux y aller, Camille. Oui, bon. L'amiante est présente dans divers contextes géologiques au Québec, comme on a pu un peu le voir avec la carte. Je ne sais pas si on avait mentionné Chibougamau ou si on l'a peut-être sauté par accident, mais il en faisait partie aussi. Les autres, je pense qu'on les a un peu vus tout ensemble. Puis c'est sûr que pour poursuivre le processus avec cette carte-là, les prochaines étapes seraient probablement une campagne de validation sur le terrain pour valider la pondération qu'on a décidée, ainsi que donc oui, faire aussi un aléa relié au dépôt de surface et au dépôt anthropique, parce que ça, c'était pas couvert par cette carte-là. Voilà. C'est terminé pour vrai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Francis et Camille en lien avec leur présentation? Je vais te prêter le petit micro. Très bonne présentation. J'avais juste une petite question. Là, vous avez fait la cartographie de l'amiante dans sa globalité, les différentes formes. Est-ce qu'avec les données que vous avez récoltées, ça serait facilement possible de distinguer amiante chrysotile des amiantes de type amphibole dans la cartographie? Oui, ça serait possible de le faire. Il y a certains contextes où c'est beaucoup plus propice au chrysotile, puis d'autres, exactement. Comme dans le Grenville, ben là, on voyait mention souvent d'actinolite, de trémolite, des fois d'anthophilite aussi. Mais effectivement, il y aurait moyen de les séparer. On pourrait produire quelque chose qui distingue les deux grandes catégories d'amiante. Une petite question en ligne, Stéphane? Vas-y.
Ah, bien, regarde, je vais te donner le micro. Oui, excuse-moi. Je vais avoir une question de Brice Sevin. Vous semblez avoir des effets de bord de carte. Comment comptez-vous compléter ces polygones? Par de la carto de terrain? Effectivement, il y a donc une description géologique qui a été opérée sur le terrain par des équipes de géologues. Et souvent, ces descriptions-là sont faites par zone de feuillet cartographique. Donc, c'est souvent une zone qui est rectangulaire. Puis, on voit qu'il y a des zones, ça l'indique qu'il y a de l'amiante, puis après ça, c'est coupé bien droit. Puis, juste l'autre côté, le deuxième feuillet cartographique, on ne voit pas ça. Effectivement, je ne vois pas d'autre façon que de faire de la validation terrain pour savoir au contact, à la limite du feuillet, qu'est-ce qui est quoi. Fait que il y aurait peut-être aussi fouillé vraiment beaucoup plus creux dans la documentation. On a consulté beaucoup de rapports, mais pas l'ensemble de tous ces rapports-là. Il va pourrait avoir une première étape d'aller vraiment creuser encore plus dans la documentation pour essayer de valider si, à proximité, dans les autres zones, il peut y avoir effectivement des zones susceptibles de présenter de l'amiante. Je ne sais pas si ça répond. J'espère. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions? Oui, j'entendais. Merci. En fait, moi, j'aurais deux questions là, en un. Là. En fait, je me demandais, là, l'aléa finale, là, est-ce que ça renseigne sur les probabilités de trouver de l'amiante ou c'est plus sur les quantités qu'il va avoir, c'est-à-dire élevé, il va en avoir beaucoup? Puis l'autre question, c'est, je me demandais comment vous avez fait la pondération là, des différents éléments. Bon, première question. Mais la pondération, je te réponds tout de suite. On a utilisé la pondération du BRGM. Mais j'ai rencontré un géologue aussi qui a commenté. Là. Un géologue spécialisé dans l'amiante. Oui, un géologue qui est expert des ophiolites, qui a validé cette pondération, qui a commenté du moins. Là. On a regardé ça avec lui. Effectivement, je pourrais peut-être affiner un peu ça en rencontrant d'autres géologues. J'aimerais ça avoir d'autres avis là, pour être certain que la pondération est bien ajustée. Puis, ta première question, c'était concernant... Si c'était une chance d'en trouver ou si oui, effectivement. Cet aléa-là est sans égard à la concentration, là, mis à part le fait qu'il y a un cumul de différentes couches qui fait que s'il y a plusieurs indices qui nous portent à croire qu'il y a de l'amiante, probablement qu'il y en a en plus grande quantité. Mais comme on a fait, nous autres, une recherche par mots-clés, si c'était écrit dans la base de données anthophilite, la couche ressort. Mais je n'ai pas regardé s'il y a 1% anthophilite ou 0,1% anthophilite. Je n'ai pas pondéré en fonction de la quantité. La seule chose qu'on a faite à cet égard-là, c'est que pour les lithologies, j'ai analysé les plusieurs milliers de couches, de zones géologiques qu'il y avait là, par rapport aux lithologies. Quand il mentionnait seulement un peu de péridotite ou un peu, quand c'était clairement accessoire, je le classifiais dans la classe inférieure. Fait que s'il me disait, mettons, un peu de péridotite, au lieu de le classer à 10, comme une péridotite, j'y donnais la cote 7. On a ajusté un peu notre pondération de cette façon-là. Quand c'était mentionné trace de ou un peu de, là, on a fait un ajustement. Par exemple, pour le marbre aussi, on a eu à faire un ajustement parce que ce n'est pas tous les marbres qui sont propices à la formation d'amiante. Absolument. Fait qu'on a dû l'ajuster parce qu'on ne voulait pas non plus que tout le Québec ressorte en rouge parce qu'il y avait du marbre dedans, donc, alors que ce n'était pas nécessairement propice. Oui, donc aussitôt qu'on voyait marbre dolomitique, là, ça sonnait une cloche, là. Marbre dolomitique, il y a du magnésium à quelque part dans l'équation, puis effectivement, dans ces secteurs-là, il y avait souvent mention de petits lambeaux de serpentinite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça faisait pas mal le tour. Parfait. Bien, merci tout le monde d'avoir été présent pour ce dernier rendez-vous. Merci encore à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Merci.